à tous, bienvenue dans La Santé, ça s'écoute, le podcast qui va vous donner envie de prendre soin de vous et de votre santé. Au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, la santé mentale des enfants, mise à mal par l'épidémie de Covid-19. Comment prévenir les troubles psychologiques chez les plus jeunes? Comment aider aussi les parents à faire face à des situations parfois très difficiles? On va suivre les conseils du professeur Richard Delorme au téléphone avec nous, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré à Paris. Bonjour professeur Delorme. Bonjour. Un an après le début de l'épidémie de Covid-19, l'enquête Coviprev lancée par Santé publique France montre une dégradation de la santé mentale des Français. Est-ce qu'il en est de même aujourd'hui pour la santé mentale des enfants? Doit-on être inquiet, professeur? Alors les enfants, c'est 26 de la population française, donc oui, tout le monde est moins bien dans cette crise, donc il y a finalement, il y a pas de raison particulière pour que les enfants soient épargnés par la crise. Au contraire, d'ailleurs, la littérature et la tendance, et même les données que l'on commence à avoir, en France et en Europe, elles montrent que l'enfant a été particulièrement touché par la crise, probablement même un peu plus, que les adultes. Et toutes les classes d'âge sont concernées, même les plus petits? Alors, il y a une étude assez intéressante qui a été réalisée au Canada où ils comparaient un peu ce que ressentent les parents de leur enfant et ce que les enfants, rapportent, d'eux-mêmes. Alors pour les plus grands, en fait, on voit une assez bonne concordance, donc ça nous laisse à penser que pour les petits, ce qui est rapporté par les parents est assez vrai et donc, quand on écoute les parents des enfants de 6 ans, ils rapportent aussi un changement dans le comportement de leur enfant. Donc, ils sont plus agités, ils ont plus envie de dormir avec les parents, les acquisitions qui étaient là, ben, elles ont, reparti en arrière. Par exemple, ils font de nouveau pipi au lit, ils sont moins autonomes pour Mmh. s'habiller, ils sont plus, grincheux, ils sont un peu plus hyperactifs. Donc, toutes les populations, enfin toutes les tranches d'âge de l'enfance, sont touchées, par cette crise. D'accord, et comment vous expliquez ça, professeur? Est-ce que ce sont les confinements en tant que tels qui nourrissent ces troubles, ou plutôt la peur de l'épidémie, de la mort? Est-ce qu'il y a des facteurs plus impactants que d'autres, sur la santé mentale des enfants? Alors en fait, il faut imaginer que ce qui est vrai chez l'adulte est vrai aussi chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on cumule les stress. Donc on a des stress liés au travail, on a des stress liés à la santé, à l'emploi. Et donc en fait, cette situation, elle est tout à fait similaire chez l'enfant. Donc il faut imaginer qu'on a une espèce de vase que l'on remplit progressivement. C'est-à-dire on a tous, certains ont un petit vase, d'autres ont un grand, grand vase. Et puis il y a des événements qui vont être majeurs, qui vont faire que le vase va se remplir très très vite. Et puis en fait, pour d'autres, ça va être des cumuls de petits stress. Et donc ce vase, habituellement, chez vous, chez moi, chez n'importe quel enfant, il est en équilibre entre des choses qui vont faire que ça se remplit, et puis d'autres événements qui vont faire que le vase se vide. Et donc cette crise, c'est un peu comme si on empêchait toute situation de vider ce vase. Donc il se remplit au fur et à mesure, on voit un espèce de phénomène de cumul qui s'opère progressivement. Et encore une fois, ce qui se passe chez l'adulte, c'est-à-dire on est épuisé en tant qu'adulte, ça se passe aussi chez votre enfant. C'est-à-dire que progressivement, ne pas fêter son anniversaire, avoir eu du mal à aller voir ses grands-parents parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Voilà, tout ça, ça pèse pas en tant que quantité unique, mais au fur Mmh. et à mesure, ben, effectivement, on commence à être de moins en moins capable à supporter les petites frustrations. Voilà, si initialement, par exemple, on avait du mal, je sais pas, spontanément à contrôler son impulsivité, alors dans ces situations Mmh. de contrainte, ben, on devient plus impulsif. Donc il y a des petits signaux auxquels on doit faire attention, et est-ce qu'il y a aussi des signes qui doivent, alerter les parents de façon plus préoccupante? En fait, c'est tous les changements de comportement de son enfant. Ça peut paraître banal comme information, mais c'est extrêmement important. En fait, il y a personne qui vient vous dire, ni votre enfant en particulier, il va pas vous dire: «Papa, je suis déprimé» ou «Maman, je suis Mmh. déprimé», il va pas vous dire, «Je suis anxieux», je sais pas, voilà. Il va jamais vous dire ça. Par contre, ce que vous allez voir, c'est que c'est un enfant qui encore une fois change. C'est-à-dire un enfant qui était d'habitude, assez joyeux, qui aimait jouer dans sa chambre, il vous colle, il paraît un peu taciturne. Un autre qui, aimait beaucoup aller au sport, courait dans tous les sens, là, il va devenir, léthargique, coincé derrière la télé et son ordi. C'est vraiment, ces changements d'attitude. On voit, des enfants qui, avaient tendance déjà à grignoter, qui aimaient bien prendre, des petits bonbons, des ci, des ça, et là, ils vont, grignoter sans fin en fin de journée. Ou d'autres qui avaient déjà un peu du mal à manger vont avoir beaucoup plus de mal. Donc voilà, c'est votre enfant, c'est le même, mais
avec un changement. Et c'est ce changement qu'il faut percevoir comme une alerte et une nécessité de considérer, encore une fois, qu'il se passe probablement quelque chose de moins bien pour votre enfant. Mmh. Quand on est confronté à ce type de signes, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? C'est quoi les bons réflexes? Disons que l'OMS, elle dit la première des choses, c'est quand même d'en parler avec son enfant. Donc ça, c'est vraiment un point majeur, c'est déjà de pouvoir en discuter. Alors il ne s'agit pas d'avoir un discours trop formel, il faut l'adapter à l'âge de l'enfant, mais il ne faut pas non plus un langage, disons, trop imagé, trop métaphorique comme on le fait souvent. Voilà, il faut essayer d'avoir un discours un peu franc, un peu adapté à l'âge, favoriser aussi, parce que, disons, quand je dis favoriser, c'est-à-dire d'un moment où on est en train de jouer, ou d'un moment où on peut être dans un moment un peu plus intime, dans un trajet en voiture, dans quelque chose qui fait qu'on va se retrouver dans un moment où on peut un peu communiquer et pas dans le brouhaha de la famille. Après, il y a certains enfants qui aiment pas trop évoquer leurs sentiments. Donc, par exemple, Mmh. vouloir parler à table avec 4 personnes en même temps autour de lui, c'est pas toujours simple. Mais aller dans sa chambre, voilà, à un moment un peu privilégié. Voilà, engager cette conversation, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il joue? Comment? Avec qui il communique? Si c'est un ado, voilà, c'est hyper important. Mmh. Après, parce que ça permet à ce que l'enfant, d'une part, évoque les choses, et puis ça diminue le stress des parents, ça lui permet de communiquer, Oui. ça diminue beaucoup le stress de l'enfant. Parce que, encore une fois, quand il a des pensées un peu négatives et que vous vous dites, mais est-ce qu'il a des pensées négatives? Lui, il y a déjà pensé depuis longtemps. Donc, il faut jamais hésiter à évoquer les choses avec son enfant. Et puis après, il faut s'entourer. Donc, ça peut être, bon, en ce moment, l'école est fermée, mais disons, normalement, on peut demander de l'avis, alors pour les plus petits, aux enseignants. Pour les plus autres, on peut aussi demander aux enseignants, au professeur principal, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, qu'est-ce qu'ils pensent de leur enfant. Et après, il ne faut pas hésiter à aller voir le médecin généraliste, il ne faut pas hésiter à aller voir le pédiatre qui suit votre enfant. Voilà, c'est les premiers secours, c'est les premières personnes avec qui on va pouvoir communiquer. Oui, effectivement, la question qu'on se pose, c'est celle de la consultation chez un professionnel de santé. Quand doit-on emmener son enfant, chez un psychologue ou un psychiatre? Vous nous parlez de médecins généralistes, mais il y a aussi ces professionnels, qui peuvent être un recours utile pour l'enfant. Oui, mais enfin, disons que oui, mais il faut avoir par exemple en tête qu'avoir accès à un pédopsychiatre sur Paris, c'est 6 à 12 mois. En province, enfin en banlieue un peu éloignée de Paris, c'est entre 12 et 18 mois. Et il y a beaucoup de zones en province où il est quasiment impossible de voir un pédopsychiatre. Pareil un peu pour les psychologues, ils ont des délais immenses, surtout dans cette situation. Beaucoup d'enfants ont un mot qui s'appelle le trouble de l'adaptation, c'est-à-dire ils ont du mal à s'adapter à la situation actuelle. Et parfois, encore une fois, juste de l'évoquer avec un professionnel, encore une fois, un médecin généraliste, un pédiatre, c'est Mmh. déjà énorme. Il ne faut pas imaginer qu'on est nécessairement dans quelque chose qui doit être psychologisé. Oui, il D'accord. s'agit de santé mentale, mais il s'agit aussi de pouvoir prendre de la distance par rapport à la situation, pouvoir l'évoquer. Donc, ça permet déjà de débloquer énormément de situations. Alors d'aujourd'hui, quand vous discutez avec les pédiatres, ils vous disent que c'est à peu près 60 à 70% de leurs consultations à l'heure d'aujourd'hui sont pour des anomalies type santé mentale. C'est-à-dire des enfants qui viennent, j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais qui viennent par exemple pour des douleurs au ventre, des douleurs à un genou, une cheville. Il y a énormément de somatisation. Donc là aussi, encore une fois, les professionnels de première ligne sont un recours immense. D'accord, et c'est eux éventuellement qui peuvent diriger, les parents vers une consultation plus spécialisée dans ce cas-là? Tout à fait, parce qu'en fait, encore une fois, le fantasme d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, alors certains déjà n'ont pas les moyens d'aller voir des psychologues, voilà, d'autres, pareil, les pédopsychiatres, parfois c'est un peu cher, et surtout les délais sont très longs. Donc en fait, en tant que parent, on va se dire: «Mais je suis sans solution. Comment je fais pour gérer cette situation?» Et il faut absolument, encore une fois, pouvoir évoquer ces situations à plusieurs, et le fait de pouvoir aller voir son médecin généraliste qui vous connaît bien, qui connaît la dynamique de la famille, ça va permettre encore une fois de beaucoup améliorer les choses. D'accord, et puis il y a aussi peut-être, quand on n'a pas les moyens, d'aller chez un psychologue ou un psychiatre, le recours, au CMP, le centre, les centres médicaux, psychologiques. Est-ce que c'est une bonne, option pour les familles? Oui, oui, c'est une bonne solution, mais comme je vous l'ai dit, alors, encore une fois, on va dire que les délais moyens sont entre 6 et 12 mois, je dis encore une fois, donc c'est très, très long. Il y a plein d'endroits où il y a même plus de médecins dans les CMP. Donc, il faut
disons que aller voir des spécialistes de la santé mentale, alors déjà ça repousse aussi beaucoup de gens qui ont l'impression qu'en fait ça ne nécessite pas d'avoir recours à un spécialiste de la santé mentale. La plupart des gens pensent que d'ailleurs c'est l'affaire du voisin, mais pas l'affaire de son enfant. Donc d'aller voir un médecin généraliste qui déjà va commencer à faire un peu les choses, qui va dire oui, là cette situation, elle me dépasse un peu, aller voir un spécialiste, ça va permettre encore une fois d'être prendre ce rendez-vous effectivement dans un CMP ou une structure de suivi psychologique ou psychiatrique, mais en même temps déjà d'avoir le confort ou tout au moins la sécurité imposée par le médecin pédiatre ou généraliste qui va pouvoir vous accompagner dans les premiers mois alors qu'il n'y a pas encore de suivi très spécialisé. Je me disais en préparant cette émission que peut-être, l'épidémie de Covid nous avait fait un peu oublier l'importance, de rire et de s'amuser avec nos enfants. Est-ce qu'une approche plus ludique des choses, même si on peut avoir vécu des événements terribles depuis le début de l'épidémie, ne pourrait pas aussi aider les enfants à aller mieux? Oui, on a fait une petite fiche pour le ministère, pour la protection de l'enfance, pour le ministère, d'Adrien Taquet, sur un peu les grandes lignes, dans le cas, comment accompagner l'enfant et une de ces lignes, c'était, effectivement, essayer de placer encore une fois l'humour, de pouvoir avoir ces moments, de bien-être en famille. Après, encore une fois, pour aboutir, pour permettre ça, il faut quand même être drôlement disponible. Mmh. Parce que être drôle, s'amuser, sourire, disons que ça veut dire qu'on est quand même, on a déjà, disons, on n'a pas encore franchi la ligne orange, quoi. Mais beaucoup de familles en ce moment sont déjà dans l'orange, parfois Mmh. dans le rouge. Et donc, l'humour, c'est important, c'est même fondamental. Ça aide énormément à garder dans le quotidien un sentiment de bien-être. Et donc, c'est très très bien d'enseigner à ses enfants, c'est même majeur. Je crois que comme vous le dites, c'est un point essentiel. Le problème, c'est que dans cette crise-là, on a beaucoup d'enfants et beaucoup de parents qui sont encore une fois, dans le orange et le rouge, et voilà, l'énergie n'est pas nécessairement là pour y mettre beaucoup d'humour. Donc Mmh. c'est difficile. Alors, vous avez créé avec votre équipe le site internet clepsy.fr pour accompagner vos patients d'abord lors du premier confinement. Et très vite, ce site est devenu une référence pour toutes les familles qui recherchent des conseils. Expliquez-nous quel type d'outils sont disponibles sur le site clepsy.fr. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est, disons, donner aux parents des outils pour qu'ils puissent se sentir, disons, plus en compétence. C'est vrai qu'on voit trop la psychiatrie comme quelque chose d'un peu complexe, un peu intellectuel, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement pratiques. Et ce sentiment en fait de complexité, disons, donne aux parents l'impression qu'en fait ils sont un peu ballottés comme ça dans les exigences de leur enfant ou dans les difficultés de leur enfant et qu'ils vont avoir du mal à s'en sortir seuls. Et c'est ce qu'on avait envie, c'est-à-dire on avait envie de leur donner nous ce qu'on sait, c'est-à-dire dans mon service on est quasiment presque 200 personnes et donc moi j'ai demandé à ce que chaque personne de mon service, infirmier, aide-soignant, éducateur, psychologue orthophoniste, enfin bref toutes les personnes de mon service Mmh. à écrire et à donner encore une fois des outils pour que les familles puissent disons apprendre à voir différemment leur enfant et à accompagner différemment leur enfant. La seule chose que je leur demandais, c'est d'essayer d'avoir effectivement un langage simple, mais surtout, c'était d'essayer d'utiliser ce qu'on appelle des evidence-based, c'est-à-dire essayer d'expliquer et de donner l'information qui est reconnue sur le plan international. C'est-à-dire comment, en fait, on peut donner des informations aux familles dont on sait qu'elles ont eu un niveau d'efficacité reconnu. D'accord, donc des conseils très pratiques, finalement pour gérer les difficultés que l'on peut rencontrer avec son enfant, des solutions, des pistes, pour aider un enfant qui va mal et permettre en même temps aux parents de ne pas craquer. Heu, J'en profite d'ailleurs pour, citer d'autres dispositifs d'information comme, la plateforme enfance et covid.org, dans laquelle vous êtes également investi, ou le site psychom.org qui propose tout un tas de ressources pour préserver sa santé mentale, et celle de nos enfants. Et plus largement, un numéro vert qui n'est pas encore, assez connu, le 0800 130 000, pour être orienté en fonction de ses besoins, vers un service de soutien psychologique. Je voulais aussi aborder avec vous, professeur, le sujet des écrans.
avec des parents qui laissent davantage leurs enfants devant la télévision ou la tablette, en période de confinement. Est-ce que cet usage accru des écrans peut aussi avoir un impact sur la santé mentale des enfants? Et finalement, quel serait le meilleur cadrage à donner, le bon compromis à trouver? Alors le sous-secrétaire général de l'ONU a envoyé un message, il y a peu de temps, il y a à peu près un mois et demi, disons, en mettant en garde, en tout cas, encore une fois, les familles sur ce problème des addictions. Le confinement, c'est un problème majeur, Mmh. en tout cas, en termes d'addiction aux écrans, s'entend. On a projeté en fait les enfants dans une dépendance aux écrans plus forte que celle qu'on avait déjà à gérer avant la crise. Parce qu'effectivement, on s'est retrouvé avec un besoin de télétravailler en tant qu'adulte, avec un besoin aussi d'occuper ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on craquait à la maison. Donc au lieu de se disputer, on disait bah, vas-y, regarde l'écran. Et puis un besoin scolaire, puisqu'effectivement, bon nombre des enfants ont fait des visios. Alors c'est les plus grands, mais même les petits ont Mmh. passé beaucoup, beaucoup de temps. Et donc en fait, dans ce temps aux écrans, il s'est passé, disons, pour moi, deux grands mouvements. Il y en a un qui était le harcèlement aux écrans. Donc là, c'est plutôt les grands qui ont vécu ça. Mais et la mise en garde du secrétaire général de l'ONU, enfin du sous-secrétaire général, c'était sur le harcèlement sur les écrans, donc tout ce qui était donc là c'est les plus grands, mais disons sur tous les espaces Zoom ou les WhatsApp ou ces choses comme ça partagées dans Oui. les classes, il y a eu énormément de harcèlement et un harcèlement qui était assez communautaire et qui reste encore assez présent hein, contre la communauté asiatique d'ailleurs. Donc ça a été un point majeur, c'est-à-dire le harcèlement, des images passées sur les Zooms, les enfants qui s'échangeaient les lignes de Zoom et qui racontaient d'autres trucs dans les classes. Donc il s'est passé beaucoup de choses avec ces histoires d'écran. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement la dépendance aux jeux vidéo, donc qui est vraiment un problème majeur et qui concerne toutes les classes d'âge. Ça, c'est une évidence. Du coup, est-ce que vous pourriez nous conseiller un temps maximum d'écran par jour, pour éviter ça? Alors, il y a pas de référence majeure aux États-Unis. Il y a un référentiel qui est un référentiel euh, des gens qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils regardent beaucoup. Donc, c'est des référentiels autour de 4 heures par jour. Vous voyez, c'est des Oui. référentiels très très longs. Disons que moi, mes conseils en tant que professionnel, comment vous considérez que est-ce que dans votre famille, quel est votre référentiel? Donc moi, je demande ça à chaque famille. Donc il y a des familles qui ont un référentiel zéro, c'est-à-dire pas d'écran la semaine et un petit peu le Mmh. week-end. Et puis d'autres familles qui ont un référentiel plus élevé. Donc j'essaie plutôt de travailler avec chaque famille pour essayer de réduire ce temps d'écran au maximum, en leur expliquant aussi tous les effets négatifs sur les capacités imaginatives, parce qu'effectivement, comme on est sursaturé sur le plan émotionnel quand on regarde un jeu vidéo ou une vidéo, parce qu'il y a du son, de l'image, et puis c'est fait pour que vous passiez beaucoup de temps. Donc voilà, c'est hyper important, en tout cas, de désensibiliser l'enfant à ces outils. Donc il n'y a pas de grandes règles. Les grandes règles, c'est pas de jeux vidéo les matins. Ça, on sait, tous Mmh. les spécialistes des jeux vidéo et des écrans vous le disent. Il faut absolument éviter les écrans le matin. Ça, c'est une absolue nécessité. La deuxième nécessité, c'est arrêter les écrans au moins 1 heure et demie avant l'heure du coucher. Ça, c'est 1 heure et demie. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Et puis, encore une fois, chaque famille a son rythme avec les écrans, mais il faut, en tout cas, essayer de diminuer au maximum. Moi, je préfère les emplois du temps, entre guillemets. On dit, voilà, pas d'écran, mettons la semaine, ou pas d'écran les jours scolaires. Et quand, parce que si on met un écran, mettons une demi-heure par jour, c'est une discussion de chaque Mmh. jour. Donc chaque jour, on se dispute avec son enfant. Donc encore une fois, j'essaie plutôt de favoriser à ce qu'il y ait moins de disputes. Et puis après, j'essaie de leur dire, bah voilà, oui, pourquoi pas le mercredi, le samedi, le dimanche. Attention au phénomène de rattrapage. C'est-à-dire les enfants, ils disent, oui, mais tu m'as interdit le lundi, le mardi, et donc j'ai envie de jouer à 8 heures le week-end maintenant. Donc ça, c'est pas possible non plus. Et après, l'autre conseil que je leur donne, je dis toujours un peu la même chose, les règles, c'est fait pour être dépassé. Et donc, quand vous donnez 1 heure, vous savez que votre enfant va jouer 1 heure et quart. Donc, il y a tout un jeu un peu entre lui et vous pour ce dépassement d'1 heure. Mais si vous mettez 2 heures, votre enfant, il va Mmh. jouer 2 heures et demie. Donc, il s'agit de mettre un périmètre dans lequel vous savez que vous allez être à peu près confortable, qui est en raccord avec ce que vous pensez de l'utilisation des écrans. Et puis, il va y avoir un phénomène de négociation, donc c'est pour ça qu'il faut le faire peu de jours, parce que sinon c'est agaçant.
et il faut essayer de rester dans son périmètre. Et ça, c'est très important, en sachant qu'encore une fois, il va essayer de le dépasser. Pour finir, professeur, un mot sur, l'école. Dans une tribune, pour le journal Le Monde, vous lancez une alerte, sur les conséquences de la fermeture des écoles sur la santé mentale des enfants. Vous êtes sur la même ligne que la Société française de pédiatrie. Avec le troisième confinement, qu'est-ce que vous craignez le plus pour les enfants et comment limiter les effets collatéraux de cette mesure? Disons que j'ai écrit ça avant les mesures qui ont été prononcées par le président de la République. Pour moi, l'école, c'est d'abord un outil d'égalité dans les apprentissages, un outil, d'égalité aussi dans les aspects, alimentaires. C'est aussi un outil qui permet, à ce que les enfants soient entre eux et puissent réguler, les stress qu'ils vivent à la maison ou ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je soutiens l'école, je soutiens pas simplement l'école pour les apprentissages, mais pour tout ce que ça peut réguler chez l'enfant. Donc pour moi, c'est fondamental l'ouverture des écoles. Mmh. Donc oui, je suis pour que les écoles, restent ouvertes. Et quand j'ai écrit cet article-là, c'est aussi pour dire: «Mais nous, en tant qu'adultes, quelle est notre responsabilité?» Parce qu'effectivement, on peut fermer les écoles, parce que si c'est nécessaire, pourquoi ne pas le faire? Parce que voilà, c'est la vie. Enfin, je veux dire, il faut aussi respecter Mmh. les mouvements de cette crise sanitaire. Donc s'il faut fermer, il faut fermer. Mais nous, est-ce qu'en tant qu'adultes, on est capable, de respecter ce que vont faire les enfants? Donc on voit tellement d'adultes qui continuent de s'inviter, qui continuent d'être, en passer du temps ensemble, sans masque, voilà donc est-ce que ou qui vont au travail encore et qui déjeunent, les uns les autres, voilà donc c'est ça la disons que c'est une responsabilité collective, c'est que est-ce que nous, en tant qu'adultes, on est, Mmh. raccord avec cette décision de fermer les écoles? C'est-à-dire que, cette décision de fermer les écoles, elle est d'abord, à mon sens, pour, enfreindre les adultes à respecter les lois. C'est pas une décision pour l'enfant, c'est une décision pour l'adulte, parce qu'il n'est pas capable enfin ou insuffisamment capable de rester chez lui, ce que je peux comprendre, hein, on en a tous marre. Donc je ne juge pas quand je dis ça, je dis juste: «Il faut pas contraindre les enfants pour contraindre les adultes». Donc voilà, et les arguments infectieux, c'est pour ça que les arguments infectieux, c'est pour ça que j'étais très content du communiqué de presse de la société de pédiatrie, c'est que ce qu'ils indiquent, c'est qu'effectivement la fermeture des écoles, compte tenu du rôle de l'enfant dans l'épidémie, va avoir un effet qui va être mineur en tant que tel. C'est-à-dire, il va peu avoir d'impact sur la transmission. Donc le fermeture des écoles, c'est pour empêcher les adultes de sortir de chez eux. C'est en ça que je me suis, disons, élevé contre cette fermeture des écoles. Bah, très bien. Merci beaucoup, professeur Delorme, pour votre éclairage. Je rappelle l'adresse de votre site internet clepsy.fr, créé pour accompagner les parents dans cette crise sanitaire et leur permettre de répondre au mieux au mal-être de leur enfant. Si vous voyez que votre enfant ne va pas bien, si vous-même, en tant que parent, sentez que vous allez craquer, surtout n'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas de honte à exprimer un mal-être. En parler, c'est déjà se soigner. On finira sur ce slogan de la campagne de prévention lancée par Santé publique France sur la santé mentale. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.